Beaucoup d'alimentations régulées modernes peuvent contrôler leur courant de sortie, mais on n'est habituellement pas équipé pour réguler un très faible courant. J'y remédie aujourd'hui. Bidouilleuse, bidouilleur, salut! On est plus habitué à parler de régulation de tension que de régulation de courant. Et c'est pire avec des courants dans les milliampères, les microampères et les nanoampères. On n'est pas bien équipé pour contrôler de tels faibles courants. Je vous rappelle que nos alimentations régulées traditionnelles fonctionnent en régulation de tension, c'est-à-dire qu'elles maintiennent la tension constante, peu importe le courant qui est tiré. Une alimentation régulant le courant, elle, maintient le courant constant. Elle fait donc varier sa tension de sortie pour maintenir le courant constant en fonction de la charge qui pourrait varier. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une configuration de circuit qui produira un courant constant. Le circuit pourra aussi agir en drain de courant, pas juste en source. Et je vise des faibles courants, des milliampères, microampères et même des nanoampères. Je vous propose deux versions du circuit. Une version comportant de simples amplificateurs opérationnels et l'autre version, un peu plus sophistiquée, qui comporte un amplificateur d'instrumentation qui est plus performant. Je n'ai pas spécifié s'il s'agissait de courant continu ou de courant alternatif. Eh bien, la topologie que je vous propose aujourd'hui peut produire les deux types de courants. On n'a qu'à lui fournir le stimuli de contrôle en conséquence. J'y reviendrai durant la conclusion de cette vidéo. Durant la vidéo, je vais parler du courant continu, mais rappelez-vous qu'on peut aussi la faire fonctionner en courant alternatif. Alors, c'est parti pour la source de microcourant. Alors, l'idée de la topologie que je vais utiliser aujourd'hui m'est venue de recherches que j'ai faites avec des mots-clés du genre source de microcourant. Je l'ai fait en anglais Microcurrent Source. Et ça m'a amené à des fiches techniques d'amplificateurs opérationnels d'instrumentation, comme le INA 118 par exemple, que je possède déjà, donc pour moi c'était facile de le vérifier. Alors cette configuration n'était pas seulement montrée pour le INA 118, elle est montrée aussi pour d'autres amplis d'instrumentation, même d'autres fabricants, ils montrent la même topologie. Alors ça m'a vraiment amené à dire, bon, ben essayons-la cette topologie. Et c'est ce que j'ai fait, et je vous présente la première version, une version à bas coût de ce circuit, en ajoutant des résistances externes, puisqu'on le verra plus tard, les amplis d'instrumentation ont souvent des résistances à l'interne. Je vais reproduire ça à l'externe avec des amplis pas chers. Voici donc la proposition de source de microcourant, et j'aurais pu l'appeler nanocourant. Vous allez voir, c'est possible même de contrôler le courant dans les nanoampères, et même si on faisait une meilleure sélection d'amplis opérationnels, ça serait possible même de descendre dans les picoampères. Donc, c'est une source qui a beaucoup de potentiel. La beauté de la chose, puisqu'on l'alimente en plus 15 et moins 15, c'est que ça peut aussi être une charge, et non seulement une source. Donc, on peut tirer du courant dedans et non seulement pousser. Donc, c'est assez polyvalent comme circuit, étant donné qu'on l'alimente en alimentation symétrique, donc plus 15, moins 15. Pourquoi plus 15, moins 15? Pour qu'on puisse atteindre au moins, disons, un 10 mA ou un 1 mA ou un 100 microampères avec le 10 volts maximum d'appliquer dans son entrée. Alors oui, de moins 10 à plus 10, moins 10 étant pour faire une charge, 0, il n'y aura aucun courant. Et plus 10, ben on va chercher le maximum de cette gamme qu'on aura sélectionnée. Alors ce sont des amplis opérationnels TL074. Ce sont des amplis assez communs, mais ce qu'ils sont de particulier, c'est qu'ils ont des entrées en JFET, donc transistor à effet de champ, ce qui leur confère une impédance d'entrée extrêmement élevée. En effet, on nous dit ici que la résistance d'entrée est de 1 teraohm, ce qui est extrêmement élevé. Et si vous regardez d'autres fiches techniques,
par exemple, d'amplis opérationnels qui ne sont pas à entrée JFET, vous allez voir qu'on n'est pas du tout, mais pas du tout dans des chiffres aussi élevés que cela. Donc, on a intérêt ici, et je vais vous montrer pourquoi, on a intérêt à avoir une impédance d'entrée très élevée, et on a aussi intérêt à avoir des courants d'entrée sur les broches d'entrée qui sont dans les picoampères, là, assez faibles, pour qu'on puisse quand même contrôler le courant dans les nanoampères et même dans les hauts picoampères. Alors, un aspect par contre, et j'y reviendrai, un aspect qui nous impacte, ce sera le décalage en entrée là, de la tension qui se répercute sur la sortie. Bon, on est dans les millivolts, là, 3 millivolts. Il y a des amplis beaucoup meilleurs que cela. Par contre, ils n'ont pas la capacité de fonctionner nécessairement à plus ou moins 15 volts. Et on va tomber dans des amplis qui sont beaucoup plus chers. Donc, c'est un choix qu'on fait ici. Alors, c'est une configuration à gain unitaire. Si vous notez R2 sur R1 ici ou R6 sur R4, là, on a des valeurs qui sont identiques et même sur la branche positive, on a des valeurs qui sont toutes identiques. Donc, on a un gain unitaire. Ici, on a des suiveurs, puisqu'il n'y a pas de résistance dans la contre-réaction. On ne fait que faire un tampon, si vous voulez, des signaux d'entrée. Alors, en entrée, on a la tension de contrôle qui peut effectivement aller de moins 10 à plus 10. Même dans certains cas, le moins 11 à plus 11, ça va encore fonctionner. Mais je voulais garantir au moins de moins 10 à plus 10 volts CC. On a un circuit ici qui nous permet, si on le désire, de faire un diviseur résistif, advenant que la tension appliquée serait trop élevée. Et j'ai aussi mis des résistances très élevées, mais quand même présentes, de 10 mégohms, pour s'assurer qu'on ne laisse pas les entrées flottantes. Dans le cas où on déconnecterait la tension de contrôle, il se pourrait que ça pousse le courant maximum étant donné que les entrées sont flottantes. Alors, pour s'assurer qu'on reste avec une différence de tension de 0, j'ai mis une résistance ici très élevée et je l'ai aussi référencé à la masse pour pas que l'ensemble se mette à partir là, dans des tensions là, complètement hors contrôle. Alors, référencé très légèrement à la masse et attaché ensemble pour garantir un 0 en différentiel en entrée. Et tout ça, ça nous garantit que lorsqu'on débranche, ben, on aura le courant minimum ici que le circuit peut fournir. Je vous mentionnais que les résistances sont identiques. On a donc un gain unitaire sur cette branche. Et bien sûr, on amplifie la différence entre les deux signaux ici. Alors voici ce qui est de particulier. Cette résistance ici est très importante. C'est elle qui va déterminer le courant maximum que le circuit peut fournir compte tenu de l'alimentation à plus 15, moins 15 volts. On comprendra que les amplis opérationnels auront une plage d'opération sur leurs sorties et leurs entrées par surcroît, qui est limitée par les alimentations. Donc, avec un bon choix ici de résistance, il se développe une chute de tension à travers cette résistance que j'ai appelée RC. Et cette résistance, donc, fournit une chute de tension qui est échantillonnée par cet ampli opérationnel suiveur, toujours un des 4 TL074 dans le même boîtier. Et cet ampli envoie à travers un retour ici, donc une compensation de l'entrée, vient déplacer ou décaler, si vous voulez, ce qui aurait normalement été un 0 volt, bien, ça vient le décaler de la tension, la chute de tension à travers sa charge. Et donc, on mesure bel et bien la tension aux bornes de la résistance et non pas la tension entre ici et la masse. Alors, c'est l'astuce du circuit qui est très importante et qui fait que le circuit va toujours mesurer la différence de potentiel sur cette résistance. Et connaissant la valeur de la résistance, bien, on peut facilement, en fonction de la tension ici, d'appliquer, et sachant que c'est assez fidèle comme signal de contrôle, bien, on peut déterminer, sans le mesurer, le courant qui va passer à travers la charge ici. Alors, je vous disais que l'impédance d'entrée des courants ici, de polarisation et ainsi de suite, les courants de décalage, devait être très, très bas. C'est tout simplement pour qu'il n'y ait pas ou très peu de courant qui entre dans l'ampli opérationnel par rapport au courant qui passe dans la charge. Et donc,
vraiment le courant qu'on mesure est vraiment le courant qui s'en va dans la charge et non pas en partie dans notre circuit ici. Alors c'est pour ça qu'on a choisi un ampli opérationnel à JFET. Bon, le choix de la résistance d'échantillonnage, c'est lui qui va nous déterminer la plage de fonctionnement de notre circuit. Donc, et je vous ai dit, la tension, le courant maximum qu'on pourra faire passer. Alors, si par exemple, on y met une tension de 100 ohms, attention, la dissipation peut être assez grande. Hein? On va atteindre les 100 milliwatts facilement avec 10, 20, 30, 40 milliampères. Vous pouvez faire le calcul de la loi d'Ohm. Il faut choisir peut-être une résistance, dans ce cas-ci, la 100 ohms, d'un demi-watt pour être certain que ça ne deviendra pas trop chaud. Bon, alors dans le cas d'une résistance de 100 ohms, on obtiendra 10 milliampères de courant par volt d'appliquer ici sur l'entrée. Il y aura saturation par contre, on n'ira pas plus loin qu'environ 40 milliampères. L'ampli-op, sa sortie ne peut pas pousser plus que 40 milliampères, il y a saturation. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on va aller plus loin que ça avec le circuit tel quel. Et il faut se rappeler que le but premier, c'était d'avoir des courants dans le milliampère, microampère, et même plus bas, et non pas remplacer un bloc d'alimentation plus puissant. Alors, la résistance qui, à mon avis, est idéale, ça serait la 1 kΩ, qui, elle, va nous donner 1 milliampère de courant par volt appliqué ici. Et donc, on pourra aller jusqu'à dans le microampère avec quelques millivolts d'appliqué ici. Ce qui va nous donner une plage de fonctionnement qui est très intéressante. On pourra tester, par exemple, des LED très facilement avec cette résistance d'1 kΩ. Si je choisis la 10 kΩ, avec 10 volts d'appliqué, j'aurai 1 milliampère. Mais ça peut être très intéressant pour vérifier d'autres types de choses à 100 microampères par volt appliqué. Et là, on peut continuer. Hein? Une 100 kΩ installée ici, on ira à 10 microampères de sortie par volt de contrôle, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je l'ai même essayé, et je vais vous le démontrer. Avec une 10 mégohm, on peut faire 100 nanoampères de courant qui va passer dans la charge ici, par volt de contrôle. Donc, visiblement, si on va dans les millivolts ici au niveau du contrôle, on pourra atteindre les picoampères, ou en tout cas les très bas nanoampères. Bien sûr, le bruit du circuit finit par jouer contre nous. Et il y a la tension de décalage en entrée. Je vous ai dit que c'était le paramètre qui allait jouer contre nous, et je vais vous le démontrer dans quelques minutes. Alors, cette tension de décalage, qu'elle soit fournie ici, ici ou ici, elle vient causer une petite tension ici en sortie qui n'est pas zéro. Et c'est cette petite tension qui va faire passer un courant qui ne sera pas zéro ici, même si on mettait la tension ici à zéro. Et ces tensions de décalage, bon, ici, on est un peu chanceux parce que les gains sont unitaires, donc cette tension de décalage en entrée, elle n'est pas multipliée par le gain, mais quand même, elle vient nous impacter dans la partie très, très faible de chaque plage. Ceci dit, plus on monte la résistance, et donc plus on diminue le courant total possible dans la charge, cette tension-là va diminuer en proportion du courant maximum. Et donc, si on veut faire des mesures avec des courants très faibles, la tension de décalage va aussi être très faible, mais toujours dans les mêmes proportions. Alors, voilà, ça c'est le circuit. Je l'ai expliqué un petit peu de façon échevelée. Bien sûr, on se met du découplage. J'ai mis un micro à la masse. On pourrait se mettre 100 nanofarads et 10 microfarads électrolytiques si vous voulez. On n'a jamais trop de filtrage sur ce genre de circuit. Alors ça, c'est un circuit que j'appelle bon marché parce qu'un TL074, ça ne coûte pas cher. Je vous conseille d'investir quand même dans des résistances qui sont au moins de tolérance 1%. Et si possible, pour ces 4 résistances, si vous êtes capable d'aller dans le 0,1%, ça serait encore plus souhaité. Vous éliminez les possibilités de décalage additionnel. Donc, vous mettez les chances de votre côté en prenant 4 résistances qui sont beaucoup plus faibles en tolérance et qui auront forcément, et c'est le cas habituellement, un coefficient de température, donc variation de la résistance en fonction de la température qui sera plus faible. Donc, on aura un circuit qui est plus stable. Voilà, ça c'est le circuit. Maintenant, allons faire la démonstration. J'ai donc fait le montage que vous venez de voir.
Alors, j'ai notre TL074 avec 4 amplis opérationnels. J'ai choisi des résistances de 1%, de valeur identique, les 47K. Comme je vous ai mentionné, la valeur n'est pas très importante, mais il s'agit qu'elle soit de la même valeur, le plus près possible. J'aurais pu mettre 100 kΩ, j'aurais pu mettre 10 kΩ. Dû à leur position dans le circuit, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de choisir les mêmes valeurs, par contre. En entrée, j'y ai mis des résistances de 10 MΩ entre les deux signaux d'entrée que vous voyez ici, côté plus, côté moins, tension de contrôle. Donc, résistance de 10 MΩ, résistance de 10 MΩ à la masse. C'est ce que vous voyez, la masse ici. Les alimentations, je les ai mises. Vous ne les voyez pas, mais c'est plus 15, moins 15 dans le circuit. Et bon, je les ai filtrés ici. J'ai mis une résistance de 1 kΩ, 1% ici, la petite résistance bleue. C'est elle la résistance d'échantillonnage qu'on va utiliser aujourd'hui avec la charge qui s'en va ici. Et la charge, présentement, bien, elle est branchée directement à la masse, mais en série avec ce fil, j'ai une boîte de substitution de résistance et donc je pourrais ajouter de la résistance, changer la résistance de la charge et m'assurer que le courant ne bouge pas, donc qu'il y a vraiment régulation de courant. Alors, présentement, j'applique absolument 0 volt, vous le voyez à l'écran, en rouge, j'applique 0 volt sur la tension d'entrée et la tension de contrôle et vous voyez, bien, l'effet des tensions de décalage en entrée, on a 2 microampères, alors qu'en théorie, si tout était parfait, on aurait 0 microampères absolument, puisqu'on applique 0. Alors, c'est 2 microampères pour la gamme de 1 milliampère par volt de contrôle. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est là quand même. Si on veut faire des mesures dans les microampères, on aura intérêt à changer la résistance. Je vais vous montrer ça par la suite. Alors, je vais allumer la tension de contrôle. J'y applique présentement 1 volt, comme vous le voyez, sur la tension en rouge, et on obtient 1 milliampère. Alors, c'est parfait. Ça semble très bien fonctionner. Si je passe à 2 volts, voilà, 2 volts, on a 2 milliampères en sortie. Et à 10 volts appliqué en entrée, bien, on obtient 10 milliampères. Est-ce qu'on peut aller à 11 volts dans ce cas-ci? Non, ça n'y va pas. On ne se rend pas. Voyez-vous, alors, avec le 15 volts d'appliquer sur cette gamme, c'est pas possible. Mais au moins, j'atteins le 10, c'est ce que je voulais. Alors, à 10 volts exactement, j'ai 10 milliampères. C'est parfait. Retournons dans la partie la plus basse. Ici, j'applique 8,5, 8,6 millivolts. On obtient 10 microampères. Vous voyez que le décalage est présent, le fameux 2 point quelque chose qu'on a vu, là, il est toujours là. C'est la différence entre la tension lue et le courant mesuré en sortie. Maintenant, si on augmente le courant, ben, c'est toujours là le décalage, vous voyez. Le multimètre ici, le Tektronix TX3, est assez juste, je peux vous le dire. Là. Et si je débranche, ben, il indiquera essentiellement 0. Et son avantage, c'est bien sûr qu'il va dans les nanoampères jusqu'à 10 nanoampères de résolution ici, ce qui est quand même très bien pour un multimètre portatif. Alors, vous avez le fonctionnement quand même qui est bien avec la résistance d'1 kΩ. Maintenant, je vais la changer, je vais l'augmenter et on va voir le genre de résolution et l'effet que ça a sur le décalage en entrée. Voilà, cette fois-ci, je lui ai mis une résistance de 10 kΩ au lieu d'1 kΩ. Notez cependant que c'est une résistance de tolérance 5%, donc on va avoir une erreur plus grande sur la sortie. Alors là, je lui applique une tension de 108 millivolts et j'ai 11 microampères. J'ai donc diminué le courant par un facteur de 10 pour la même tension de contrôle. Alors bien sûr, le gros avantage, ce sera qu'on obtient des courants beaucoup plus faibles. Si par exemple, j'applique 10 millivolts ou tout près, 9,6, ben, on a notre 1 microampère ou 1,2 microampère. Et c'est ici, là, le 0,2. Vous vous rappelez, c'était 2 microvolts. Là, c'est rendu 0,2 microvolts. À preuve, j'éteins la source de tension. Et vous voyez que le courant résiduel maintenant est de 200 nanoampères et non pas 2 microampères. C'est toujours la tension résiduelle, mais qui a un impact moindre sur le circuit, sur le résultat. Alors, si on veut travailler vraiment dans les petits courants, on a intérêt à augmenter la résistance ici.
au détriment, bien sûr, du courant maximum qu'on pourra contrôler, bien sûr. Alors, c'est un circuit qui est très fonctionnel. Si on fait une sélection de la résistance, on peut aller travailler dans les courants très, très faibles. Et je n'ai pas terminé d'augmenter la résistance, regardez bien. J'ai remplacé la résistance par une 10 mégohms. Une 10 mégohms. Et qu'est-ce qu'on obtient comme courant avec 10 volts d'appliqué? On obtient 1 microampère. Donc, vous voyez qu'avec la tension maximale de contrôle qu'on peut appliquer sur le circuit, on n'a que 1 microampère. Ce qui veut donc dire qu'à 1 volt d'appliqué sur la tension de contrôle, je suis à 100 nanoampères. Et on peut continuer comme ça, là. Par exemple ici, là, à 0,1 volt d'appliqué en tension de contrôle, on va chercher 10 nanoampères. Évidemment, là, on voit ici là, que ça commence à être dans le bruit de l'appareil, mais on peut faire, dans un cas comme ceci, on peut mesurer la tension au bord de la résistance. Attention cependant, parce que le multimètre a une impédance de 10 mégohms typiquement. En parallèle avec 10 mégohms, on va bien sûr changer la valeur de la résistance. Mais on peut quand même mesurer et estimer le courant qui circule. On n'a plus de résolution en mesure de tension qu'on en aura habituellement en mesure de courant sur la plupart des multimètres. Donc, je vous le confirme que si je prends le multimètre et que je mesure ici, je vais obtenir exactement la bonne chute de tension, ce qui veut donc dire que le courant est effectivement le bon dans le cas de 10 nanoampères. Et on peut continuer ce jeu-là là, beaucoup plus bas. Naturellement, ça devient un peu un acte de foi puisqu'on n'a pas l'instrument de mesure pour confirmer. Si on voulait vraiment mesurer la tension ici, il faudrait envoyer les deux côtés de la résistance, donc mesurer sur un autre ampli opérationnel qui lui ferait le rôle de tampon, si vous voulez, pour ensuite envoyer ça au multimètre et espérer, bien sûr, que le décalage n'est pas très élevé sur cet ampli opérationnel. Mais ça serait la façon de faire, je vous dirais, là, pour ne pas perturber trop la tension ici au bord de la résistance très élevée. Mais comme vous voyez, le circuit fonctionne très bien dans les limites du décalage, donc de l'offset, la tension d'offset en entrée, qui peut nous limiter avec un tel circuit. Mais il y a moyen de faire mieux et je vous propose un choix de composants plus performant encore. Voici le circuit plus performant et il implique la sélection d'un ampli opérationnel d'instrumentation. En anglais, on va appeler ça un Instrumentation Amplifier. L'utilisation d'un ampli d'instrumentation amène plusieurs avantages dans un circuit qui peut générer des microampères, nanoampères et même picoampères. Évidemment, on a une tension d'entrée, tension de décalage qui est beaucoup plus faible, là, du genre 50 microvolts, et il y en a qui vont même beaucoup plus faibles que cela. On a des courants très faibles au niveau des broches d'entrée. On a de la réjection du bruit sur ces entrées très élevée. Ici, on a un ampli, le INA 118, qui a une tension d'opération qui peut aller jusqu'à plus et moins 18 volts. En plus, on a des résistances intégrées à l'ampli d'instrumentation. Ces résistances-là sont ajustées en usine pour être identiques. Et donc, on va chercher une justesse sur la sortie au niveau du gain là, qui est aussi grande que si on choisissait des résistances externes beaucoup plus chères. Et une seule résistance peut fixer le gain de tout l'ensemble. Donc, beaucoup d'avantages, mais tout ça se fait au prix du prix. On parle de 5, 6, 7, 8, 9, 10 $ facile pour un ampli d'instrumentation et même plus cher encore pour certains qui sont plus rares ou plus exotiques. J'ai utilisé le INA 118. Vous pourriez prendre le INA 128. Vous pourriez prendre le INA 818 qui est une version améliorée du INA 118. Il y a le INA 821. Alors, ce qu'on gagne, c'est qu'on n'a pas de résistance externe, d'abord. C'est un des avantages. Les résistances sont intégrées. Il y en a juste une ici, mais comme on veut un gain unitaire, on laisse ce circuit ouvert, donc pas de résistance R4 d'installer. On mettra quand même nos résistances en entrée, idéalement. Et on va utiliser le même TL074, mais on peut utiliser le TL071 qui est ampli opérationnel unique
dans le boîtier plutôt que d'en avoir 4 dans le même boîtier. Mais c'est la même construction interne avec l'addition d'un ajustement pour le décalage de tension en entrée. Tension de décalage qu'on peut neutraliser avec un potentiomètre. Alors, c'est l'avantage du TL071 par rapport au 72 ou au 74, c'est qu'on a des broches pour faire l'ajustement. Mais sinon, c'est le même ampli opérationnel. Et ce qu'on fera ici, c'est qu'on fera un 0 tout simplement, 0 tension en entrée, d'appliquer, et on ajuste le potentiomètre pour amener ça à tout près de 0 volts, la mesure de courant sur l'ampèremètre, ou même sur la tension au bord de la résistance ici, si on veut mesurer ça comme ça en faisant un court-circuit bien sûr ici. Donc, c'est la façon plus performante, mais c'est la même topologie de circuit, le même choix de résistance, et on aura des tensions de décalage résiduelles qu'on peut vraiment neutraliser. Et même si on enlève le potentiomètre, on oublie la neutralisation de cet ampli opérationnel ici, on verra que le courant résiduel est beaucoup plus faible. Alors, sinon, c'est le même choix de résistance. On est donc prêt pour la deuxième démo. Et voici le circuit monté, l'ampli d'instrumentation, l'ampli opérationnel d'instrumentation, que j'avais un boîtier SO8, j'ai monté sur un petit adaptateur. Les deux TL071, la résistance de 1 kΩ, 1%. Comme vous le savez, l'avantage ici, c'est qu'on n'a pas à mettre de résistance externe. On sait qu'on a un gain unitaire assez ajusté précisément, donc ça, c'est bien. Et il y a le potentiomètre de compensation pour les tensions d'entrée, de décalage, pour l'ampli opérationnel qui fait le retour d'ajustement offset sur l'ampli opérationnel d'instrumentation. Et il est présentement ajusté, comme vous voyez, très près de 0. Donc très près, là, on a quoi, 10 à 20 nanoampères présentement. Donc on avait 2 microampères précédemment. Là, on est bien ajusté, on est capable de l'ajuster même encore mieux que ça. Et ça peut un peu bouger avec le temps, mais on restera toujours beaucoup mieux qu'avec simplement les TL074 ampli opérationnels sans ajustement. Et si je retire le potentiomètre, vous allez voir, on va être quand même dans des valeurs plus faibles, à 0,7 microampères, alors qu'on avait 2,2 microampères, je crois. Donc, on était au moins 3 fois mieux. Et j'ai utilisé des amplis opérationnels, les TL071, qui ne sont pas des amplis très bons, là. Alors, si j'utilisais un ampli opérationnel bien meilleur au niveau des tensions d'entrée, de décalage, j'aurais, même sans compensation avec un potentiomètre, j'aurais la meilleure performance, là. Alors, voilà, ça c'est pour le 0 volt. Je vais lui faire passer un courant. Voilà, je lui ai mis 98,2 millivolts sur l'entrée de contrôle. Et regardez le courant qu'on a, 98,2 microampères. Quand je vous dis que le décalage neutralisé, là, ça vaut la peine. Bien sûr, résistance de 1%. Si j'allais chercher une résistance encore meilleure que 1%, je garantirais un courant encore plus près de la tension, si vous voulez, là, en proportion. Alors, je vais changer le courant pour vous montrer cela. Alors, 999,7 millivolts, on obtient 998,2. Alors, c'est bien meilleur que 1%, comme vous voyez, comme justesse par rapport à la tension appliquée. Et voici maintenant 10 volts d'appliqué et on a 9,99, ce qui est très près de la tension de contrôle en termes de chiffres utilisés. Donc, on peut se fier sur la tension de contrôle pour certifier le courant qui circule. Et si je vais à 11, ben ça fonctionne. 11 volts. Dans le cas de l'ampli d'instrumentation, ça fonctionne encore à 11 volts. À 12 volts, est-ce que ça fonctionne? Non, ça ne suit pas. Voyez-vous, avec cette résistance, c'est pas possible. Alors maintenant, je vais changer la résistance. Avec une résistance de 100 kΩ maintenant, j'obtiens, avec 10 volts d'appliqué, j'obtiens 101 microampères. Pourquoi on est un peu à côté? C'est que la résistance, c'est une résistance 100K, 5%. Alors, c'est pour ça la résistance est peut-être 1,5% à côté ou quelque chose du genre. Donc, je n'avais pas de résistance 1% ou mieux.
Mais quand même, vous voyez que le fonctionnement avec 10 volts, on a 100 microampères. C'est donc dire que si je lui mets 1 volt, ben on a 10 microampères en sortie. Et si je lui mets 100 millivolts ou 98 millivolts, vous avez 0,98 ou en tout cas 1 microampère. Et on peut continuer comme ça, bien sûr, aller dans le plus faible. Avec une tension de 8,3 millivolts, ben on obtient effectivement 90 nanoampères. Donc, tout ça fonctionne très bien avec des résistances plus élevées. Circuit qui fonctionne bien. La dernière chose que je veux vous démontrer, c'est que ça peut tirer du courant aussi. Il y a 10 microampères qui est fourni par notre source. Regardez bien, je vais inverser la tension de contrôle, la polarité de la tension de contrôle. Et regardez le signe qui est présentement moins sur l'ampèremètre va devenir plus. Il va disparaître. Alors, j'applique la tension inverse. La même tension, maintenant, on a 10. Donc, le signe est disparu. Présentement, la source absorbe du courant plutôt que d'en pousser à partir de la masse, si vous voulez. Donc, la tension est forcément négative au point de la résistance ici, de sorte que le courant qui circule sera dans le sens inverse. Alors, on peut l'utiliser soit comme source de tension, soit comme drain, si vous voulez, comme charge fictive pour des très très faibles courants. Avant de compléter cette vidéo, j'ai des points importants à couvrir. D'abord, quelques infos à savoir au sujet de cette source. Vous devez comprendre qu'il y a potentiel qu'une tension de plus 11 volts ou de moins 11 volts, là, dans les limites, ça soit appliqué sur la charge ou la source que vous vous y connectez, que vous voulez tester. Par exemple, il y a des semi-conducteurs, la jonction grille-source d'un MOSFET, qui pourrait claquer avec de telles tensions. Ça, c'est indépendamment du courant, juste l'exposition à de telles tensions. Donc, gardez cela en tête. Ce que vous branchez à la source doit pouvoir tolérer de telles tensions dans le pire des cas. Aussi, rappelez-vous qu'à moins que l'on prenne des mesures spécifiques au niveau des alimentations et de la tension de contrôle, que l'entrée et la sortie de cette source ne seront pas flottantes par rapport à la masse. Il y a donc potentiel d'endommager le circuit sur lequel on connecte la source. Donc, réfléchissez à ce que vous vous apprêtez à faire avant de le faire. Donc, ce n'est pas flottant. Rappelez-vous toujours, il y a toujours une référence par rapport à la masse. Rappelez-vous aussi que le circuit n'est destiné à servir de charge fictive que pour des tensions d'entre moins 10 volts et plus 10 volts. Si vous connectez le circuit sur une source, par exemple, qui est beaucoup plus élevée en tension que plus 10 volts, ou beaucoup plus basse en tension que moins 10 volts, le petit circuit, je vous garantis, va en souffrir. Bon, les avertissements sont couverts. Maintenant, que pourrait-on utiliser comme source de contrôle pour ce circuit? Bien, je verrais bien une référence de tension de 10 volts, assez précise, assez juste, sur un potentiomètre multitour pour ajuster la tension de contrôle. On pourrait aussi utiliser un convertisseur numérique analogique, un DAC, pour contrôler le courant de sortie de façon électronique. Je l'ai fait avec le DAC à 10 bits d'un Arduino Zao et ça fonctionne très bien. Mais on pourrait aussi tout simplement utiliser une alimentation stabilisée, ajustable, et un voltmètre de bonne résolution pour vérifier et ajuster la tension appliquée. Donc, ceci dit, je vous ai dit dans l'intro que cette source pouvait fonctionner aussi en courant alternatif. On lui fournit une tension stimulée, alternative, la tension de contrôle, par exemple générée par un petit générateur BF, et cette source produira un courant alternatif de la même forme d'onde. J'ai confirmé son fonctionnement jusqu'à 20 kHz et à aussi bas que 100 nanoampères de sortie. Donc, c'est un circuit très polyvalent, source ou drain de courant régulé, en continu ou en alternatif. Quand même. Mais je suis certain que plusieurs se demandent
À quoi peut bien servir une telle source de petits courants? C'est clair que ce n'est pas un outil élémentaire pour le bidouilleur débutant. Mais l'idée est de vous en rappeler de ce circuit pour un usage futur, car tôt ou tard, ça arrivera. Moi, je vais vous montrer un usage dans une prochaine vidéo. Je ferai une suite à ma vidéo numéro 479 sur l'intensité des LED rouges, là, LED modernes versus anciennes. Je vous montrerai comment faible le courant peut être, tout en voyant toujours de la lumière. Vous allez être étonné du faible courant qu'on peut passer dans une LED, tout en voyant toujours de la lumière. Et de mon côté, je vais assembler ma source sur une petite plaquette universelle et je vais loger le tout dans un petit boîtier avec des fiches bananes et un interrupteur rotatif pour la sélection de la résistance en sortie pour me donner au moins 2 ou 3 gammes de fonctionnement. Ah oui, j'ai simulé les 2 versions de circuit dans LTSpice et je vais vous fournir les fichiers de simulation sur mon site web bidouilleur.ca comme je fais à l'habitude avec le code source, etc. Il y a un lien dans la description justement pour vous amener là. Bien voilà, assez longue cette vidéo, dépassée les 30 minutes. Souhaitons qu'elle vous inspirera des applications pour ce genre de circuit. Et n'hésitez pas à faire des commentaires ci-dessous, c'est toujours apprécié. Merci et à la prochaine.